plusieurs systèmes en fait, sont contenus dans ce grand système, le système éducatif, le système bancaire, le système de santé, le système de gestion des ressources, le système de la sécurité. Donc, est-ce que tous ces systèmes-là favorisent aujourd'hui l'explosion, l'expression de notre potentiel? Et avant que vous alliez plus loin, avant que vous interveniez pour ceux qui nous rejoignent, j'ai dit que nous ne sommes pas là pour faire le procès des États. Nous ne sommes pas là pour dire que nos démocraties ont mal fait, ils n'ont pas mal fait. Non. Nous sommes là pour parler de notre avenir. C'est de nous qu'il s'agit. Et donc, la parole est ouverte. Vous pouvez simplement soit lever la main ou vous pouvez juste ouvrir votre micro et puis commencer à intervenir. Surtout, ne soyez pas timide parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole. Alors, qui se lance? Si la personne, on va désigner, on va commencer avec Dorgelès. Dorgelès, là, tu peux... Allô, Dorgelès, tu nous entends? Ok, apparemment, il n'est pas à côté. Donc, on prendra une autre personne. Emmanuel, c'est bon, tu veux intervenir? Tu peux juste enlever le mute de ton côté. On ne t'entend toujours pas. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon? OK. Je vous remercie, merci pour l'occasion que tu nous donnes. Et effectivement, lorsque j'ai vu le thème, ça m'a intéressé. Du coup, j'ai dit qu'il faudrait que nous tous participions à cet échange, à cette expérience. Effectivement, lorsque tu as parlé de système, merci de préciser parce qu'il n'y a pas un seul système, parce qu'il y a le système juridique, on peut avoir aussi le système judiciaire, le système politique, le système aussi économique et le système universitaire. Bon, moi, mon intervention va essentiellement se axer sur le système universitaire parce que je pense que c'est véritablement à ce niveau que tout doit partir aussi. Et lorsque nous regardons aussi le système universitaire en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique en général, on voit que dans ce système, il y a des acteurs. Et dans ce système aussi, il y a des règles. Et dans ce système, il y a des valeurs. Et dans ce système aussi, il y a des acteurs qui ne sont pas forcément d'accord avec des règles, etc. Mais si nous voulons parler de système universitaire aujourd'hui en Afrique, je vais parler beaucoup plus pour la Côte d'Ivoire que je connais mieux. On voit qu'au niveau du supérieur, c'est-à-dire à partir du master et doctorat, on voit qu'il y a pas mal de choses à faire. Parce que, pour qu'on puisse parler de système, il faudrait donner la possibilité aux jeunes chercheurs, aux jeunes doctorants, de pouvoir exprimer leur potentiel en termes de recherche, en termes de mobilité, en termes aussi de prise de responsabilité vis-à-vis des étudiants. Je me suis posé une fois la question, comment se fait-il que les doctorants en Côte d'Ivoire, ils finissent leur doctorat sans toutefois passer 1 heure, voire 2 heures dans une salle de classe en train de peut-être partager ses recherches, en train de partager ses connaissances, en train de partager les résultats de ses recherches. Comment se fait-il? Je me suis posé la question. Mais en réalité, j'ai vu effectivement que le problème n'est pas simple parce qu'il y a des docteurs qui sont déjà là, qu'il faut occuper. D'abord, il faut caser. Donc, ce qui signifie que les doctorants, c'est-à-dire les apprentis chercheurs, comme on l'appelle dans le jargon, ils ne peuvent pas non seulement donner des cours, parce que les docteurs sont déjà là, il faut les occuper. Non seulement ils ne peuvent pas participer à des rencontres internationales, par exemple, aller à des colloques au niveau national, même au niveau africain, la mobilité aujourd'hui n'est pas respectée. Rien, il n'y a pas de bourse pour les doctorants, pour les chercheurs, pour pouvoir mener correctement leurs recherches. Dans ces conditions, quel type de chercheurs le système universitaire est en train de fabriquer? Je me suis posé la question, quel type de chercheurs les Africains? Et on voit effectivement qu'il y a un nombre pléthorique de doctorants avec peu d'encadrants. Donc, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi il y a peu d'encadrants, mais pourquoi on ne multiplie pas les mobilités au niveau régional? Quand je parle au niveau régional, je parle de l'UOMOA, je parle aussi de la CEDEAO. Il y a les universités
nigérianes qui ne sont pas mal. Il y a des universités ouest africaines. Lorsque vous prenez, comment dis-je, Cheikh Anta Diop, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est une très belle université, avec des chercheurs aussi, comment dis-je, sénégalais qui sont très bien. Et donc, mais je me suis posé la question, pour que le système, comme les jeunes puissent s'épanouir dans le système, il faut favoriser la mobilité des jeunes doctorants. C'est-à-dire aller au Burkina Faso, mener des colloques, des activités scientifiques avec des doctorants au Burkina Faso, aller au Sénégal, mener des activités avec d'autres chercheurs. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est tellement bien parce que ça permet un tant soit peu de partager nos différentes compétences, de partager nos différentes expériences, et ce qui aussi ajoute des valeurs au niveau du jeune qui pourra véritablement déployer son potentiel dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Voilà. Bon, merci beaucoup, Emmanuel. Et je pense que tu as parfaitement raison. Je vois que tu es assez versé dans le milieu universitaire et ton point de vue est vraiment bienvenu. Et c'est de cette diversité-là qu'on a besoin en fait, dans cet échange ce matin pour pouvoir avoir un large tour en fait, de la question parce que je sais qu'il y a probablement des entrepreneurs sur la ligne, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des cadres en fait, d'entreprise et tout. Et on veut vraiment avoir le point de vue de tous pour qu'on puisse enrichir le débat. Donc, vraiment, merci beaucoup, Emmanuel. Et qui d'autre se lance après Emmanuel? Allez, ne soyez pas timide. Nous sommes là pour partager. C'est vous qui avez la parole aujourd'hui. Allez, c'est qui le suivant? Chabot, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux intervenir? Chabot, est-ce que tu peux juste activer en fait ton micro et puis intervenir? Allô, tu nous entends? Allô? Allô? Oui. Si tu peux mettre ta caméra aussi, c'est pas mal, si on peut te voir. Ok, il n'y a pas de souci, je le fais. Hein. Ouais. Et Voilà. voilà. Merci beaucoup, Daniel. C'est un plaisir pour moi hein, de participer donc à cette petite rencontre. Euh, Moi, je voudrais beaucoup plus intervenir au niveau du système éducatif parce que c'est ce que je connais. Je dois dire qu'en Afrique, on- le système éducatif, il est à revoir. Pourquoi? Parce que on, on nous envoie à l'école, on étudie, mais à la fin, on n'arrive pas à faire sortir un produit. On n'arrive pas. Moi, je suis pharmacien. J'ai été formé à la faculté de pharmacie de Cotonou. Je suis béninois. Ce que je veux dire, c'est que nous avons été formés. Mais est-ce qu'on a la capacité maintenant de produire des médicaments? Ce n'est pas possible. Or, le développement de l'Afrique, ça passe par là. On ne peut pas juste aller à l'école, avoir des notions juste théoriques et ne pas pouvoir passer à la pratique. À la fin de la formation donc, de l'étudiant, de l'apprenant, il doit pouvoir apporter un plus à la nation. Ça, c'est le BABA, selon moi. C'est pourquoi je dis que le système éducatif il est à revoir. On nous envoie à l'école pour nous apprendre quoi? Tu étudies, tu trouves un boulot. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas s'arrêter là. C'est vrai, tu peux trouver un boulot, mais qu'est-ce que tu peux apporter de plus à ta nation? C'est ça l'élément essentiel, ce que je dis. C'est pourquoi je dis que c'est carrément à revoir. Excellent. Donc, tu mets ici l'accent sur l'aspect pratique, en fait, de la... Voilà. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait corriger à ce niveau-là. Ok. Excellent. C'est ce Merci que beaucoup. j'avais à dire. Voilà. Ouais. On va prendre une dame. Kélan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux juste ouvrir ton micro? Et si on peut te voir aussi. Allô? Ouais, c'est bon, on t'entend, hein, tu peux y aller.
Allô, Kylan? Oui, je suis là. Oui, c'est bon, si tu peux intervenir. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, t'entends. D'accord, ok. Là où moi je veux rebondir, c'est sur l'éducation. Alors, quand on parle aujourd'hui de ce qu'on est capable de faire, nous jeunes et tout, je ne connais pas vraiment ce qui se passe dans les autres pays. Mais moi, je sais qu'ici, au Burkina, quand moi j'arrivais au collège, déjà, on avait, en dehors de tout ce qu'on nous donnait comme cours pédagogiques, on avait beaucoup d'activités. Quand moi je suis arrivée, on avait supprimé quelques activités telles que le jardinage et autres, mais il restait la couture et on faisait des petits jeux à la fin de l'année comme la coiffure et tout. À ce jour, la dernière fois que j'ai été au collège pour notre soixantenaire, j'ai vu qu'on n'a plus du tout, il n'y a absolument plus rien. Tout ce qui était là comme activité ludique et tout, tout ce qui permettait aux enfants à la base en fait de développer leur créativité et d'apprendre même à se connaître et tout, parce qu'on avait aussi, comment on appelle ça, il y avait les éducations civiques et autres là. Je pense qu'il y avait des cours comme ça un peu partout. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont supprimés, je pense, l'aspect éducatif dans l'enseignement, on a laissé tomber tout ça. Et moi, je pense que ce n'est pas surprenant que les choses aient évolué comme ça. Parce que tout ce qu'on nous donnait à la base, à l'école, parce que pour moi, l'enseignement ne doit pas se limiter seulement, même si on dit que la grande partie de l'éducation revient aux parents et tout. Pour moi, aujourd'hui, on doit réinsérer en fait ces aspects-là qu'on a supprimés. Parce qu'on arrive aujourd'hui au collège, tu quittes le collège, on n'a pas vraiment appris à se connaître, à développer notre créativité. On va on va choisir des filières qui ne nous correspondent pas vraiment et on arrive à l'université, on fait un choix comme ça et on est surpris qu'à la fin de notre cursus universitaire, on soit perdu. Du coup, on embrasse des boulots qui ne nous correspondent pas également. On s'ennuie, on ne le fait pas bien et à la fin, le résultat est là. Beaucoup de jeunes sont perdus aujourd'hui, en tout cas ici au Burkina, parce qu'ils font des jobs qu'ils n'aiment pas. Parce que pour moi, depuis, la base a été faussée, en fait, depuis longtemps. C'est la base, en fait, qui a été faussée. Voici un peu voilà ce que je peux dire. Et nous, ici, en tout cas, en tant que jeunes, ceux qui sont proches de moi, on est assez nombreux à s'être engagés du côté de l'éducation vraiment des jeunes enfants, parce qu'on estime que tout part de là et c'est l'avenir en fait de ce pays. Parce que si je ne me trompe pas, notre population est tout aussi jeune. Je ne sais pas si elle est jeune je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que la population est très, très jeune. Donc, du coup, voilà, si on ne revient pas à certaines valeurs qu'on avait, je pense que c'est perdu d'avance, quoi. Voilà un peu, je ne sais pas si ça a été clair. Excellent. Merci. Je pense que ton point de vue est assez pertinent et je retiens dedans en fait des éléments que je suis en train de noter. C'est la perte en fait des activités extrascolaires et ces activités favorisaient la créativité de la petite enfance et de la jeunesse en général. Également l'éducation civique et morale dans le système éducatif qui est parti. Et je pense que nous tous, on peut voir les conséquences aujourd'hui de ce manque de civisme. Je ne sais pas, je connais un peu les pays de la sous-région, Mali, Burkina, Sénégal et tout. Je ne connais pas tous les pays, mais je pense que ça doit être un peu la même chose partout. Le manque de civisme. C'est ça. Et ça aussi, c'est un point. Et vraiment, tu préconises ici travailler sur l'éducation des jeunes enfants. Franchement, merci beaucoup pour ton intervention. Ouais. Merci, Daniel. Merci. Allô, coach? Oui, ouais. Ok. Mais j'aimerais intervenir sur le point de l'éducation concernant le système éducatif. Alors, comme ça a été dit, vraiment, c'est un constat. Moi, le constat que je fais, c'est que au fil du temps, les choses ont changé au fait. Les choses ont changé, mais le système éducatif en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire, n'a pas connu de changement. Voilà, la dernière loi de 1995 sur le système éducatif, quand on parle de cette date jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu réellement de changement dans tout ce qui est comme contenu au fait dispensé
en termes de formation, depuis le CP1 jusqu'à l'université. Je ne pense pas il y a eu de changement. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne un peu parce qu'on est dans un monde qui évolue, au fait. Depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, les choses ont changé. La manière de penser des hommes ont changé, le monde a changé, le système dans lequel on se trouve aussi a changé. Mais l'éducation on peut dire en Côte d'Ivoire, en termes de contenu, n'a pas réellement changé. C'est très important de regarder cet aspect parce qu'aujourd'hui, l'environnement a la possibilité de pouvoir tuer tout ce qui est comme talent à l'intérieur d'un jeune, de pouvoir décourager une personne. La dernière fois, j'ai discuté avec mon voisin de chambre, lui, qui est un étudiant en physique-chimie, et on a eu un échange sur. Je lui posais des questions concernant les départements, au fait. Et lui, en ce moment, il est professeur de physique-chimie, mais il m'a dit tout simplement que il ne sait pas ce que le département lui a apporté, quoi. À part les calculs, le département n'a pas appris à réfléchir en termes d'analyse sur la vie. Je reviens à Chatbot, comme il a dit. C'est-à-dire, lui, il partait à l'école, à l'université, c'est juste des calculs. Aujourd'hui, il dit, c'est pas comment réussir la vie. Donc, c'est comme s'il était dans un monde où il évoluait seul. Donc, il dit, là-bas, c'est pas comme si tu es intelligent. Si tu valides, c'est que tu es tombé sur ce qu'on appelle les oiseaux, en fait. C'est-à-dire, tu as vu un exercice qui a été déjà fait, tu as déjà fait la correction, tu valides le sujet. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est super intelligent en physique, chimie. Donc, moi, je me posais la question, mais pourquoi ça arrive, les étudiants ne valident pas? Et c'est le constat. Ici, si tu arrives en master 2 de physique, chimie, c'est que tu peux compter, à peine à compter les étudiants. Ça ne peut pas dépasser 10 ou 25. Souvent, tu peux te retrouver avec des sujets, des examens où il y a personne qui valide même à la première, la deuxième session. Donc, je lui demandais, mais pourquoi ça se passe au fait? Et il me répondait, bon, il y a d'autres professeurs qui se plaisent dedans, en fait. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils empêchent les gens d'avancer. Mais je n'arrive pas à comprendre. On peut dire des dévanciers empêchent des étudiants à accéder à un certain niveau. Et ça se voit même au niveau du doctorat, même à l'université. Ici, c'est vraiment, on peut dire, un combat des étudiants qui sont en année de thèse pour pouvoir avoir accès à, on peut dire, à certaines choses. Donc, c'est un peu ça, moi, le côté éducatif. Mais ce que j'aimerais poser comme question pour les frères qui sont dans différents pays, c'est concernant le système économique. On peut dire l'entrepreneuriat, côté jeune, comment cela évolue dans les différents pays? Est-ce que le système économique est favorable pour le déploiement des jeunes en termes de potentiel? C'est un peu ça que j'aimerais poser comme question. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je pense qu'on est tous très conscients, je pense, d'un fait, c'est que le système éducatif a un rôle très, 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 très important, je pense, pour le déploiement du potentiel de la jeunesse. Ça m'emmène en fait à conclure en me disant que si un jeune n'est pas bien formé, en fait, ce jeune-là, plutôt que d'être un atout pour son pays, pour sa nation, en fait, devient un problème. Et c'est vraiment ce qu'on est en train d'entendre là depuis ce matin, en passant par le système universitaire, tout ce qu'il y a à faire, en passant par les lycées, les collèges, en passant même par la petite enfance et tout. On se rend compte que le système éducatif est vraiment touché. Et je ne sais pas si Dorgelès nous entend, parce que je sais que Dorgelès peut nous apporter en fait un bon éclairage sur tout ce qui est système de financement, tout ce qui est système bancaire. Et cela pourra peut-être commencer à donner des pistes de visibilité aussi sur la question de l'auto-emploi ou de l'entrepreneuriat. Donc, Dorgelès, si tu es là. Allô? Oui, on m'entend? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui, tu parles de système de financement, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu penses en fait? Parce que comme Jean-Marc a parlé d'entrepreneuriat, est-ce que le système bancaire, le système financier ici en Afrique aussi est favorable en fait à l'explosion de notre potentiel en tant que jeune? Bon, sur la base de ce que je sais, je ne peux pas dire favorable ou pas favorable. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut pouvoir s'adapter aussi au système qui existe. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, les banques et les systèmes financiers sont très averses au risque. Et donc, à la différence de la Silicon Valley ou d'autres pays où on aura pas mal d'argent qui circule
il y a des levées de fonds qui se font de manière easy, assez facile. Ça sera hyper différent ici. En Côte d'Ivoire, et je pense dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone, ça peut être un peu différent. Ce qu'on regarde beaucoup, c'est ta capacité à pouvoir rembourser ton prêt. Ce n'est pas ton projet qu'on regarde, mais c'est ta capacité à pouvoir rembourser ton prêt. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis bancable pour pouvoir prendre un prêt? Donc, peut-être que au lieu de chercher à faire un gros projet, il faut commencer à faire un petit projet, c'est-à-dire un proof of concept où tu démontres que tu es capable de faire avec les moyens que tu as. Donc, si tu as confiance en toi, que tes amis ont confiance en toi, que ta famille a confiance en toi, ils sont capables de te donner quelque chose quand tu vas les voir pour pouvoir monter ton projet et que tu as pu monter ta petite unité ou bien quoi, tu vas commencer à faire des chiffres au fur et à mesure. Et la banque, sur la base des chiffres que tu fais, peut maintenant t'accompagner. Et il y a différents types de banques ou d'institutions financières. Aujourd'hui, tu as les banques standards qui ont des taux autour de 8% et autres, mais qui vont accompagner des grosses structures. Tu as les institutions de micro, de mésofinance qui accompagnent même les femmes qui vendent au marché, qui vendent de l'attiéké, qui vendent du poisson, qui ont des étals d'oignons, qui arrivent à les accompagner, mais avec des taux plus importants, parce que le risque aussi, selon eux, est plus important. Mais ces femmes arrivent à se développer, toutes ces personnes qu'on voit dans les marchés arrivent à se développer avec des taux même à 18%. C'est-à-dire que la rentabilité de ces femmes-là dépasse 18% sur l'année. Donc, d'une manière générale, il faut se poser la question, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire? Et à quelle échelle je peux faire cette chose? Souvent, on est très jeune, on commence jeune, mais on a des projets. Bon, souvent, moi, je travaille en fonds d'investissement, je vois des gens qui n'ont jamais touché 30 millions et qui viennent présenter des projets d'1 milliard. Bon, c'est vrai, ils réfléchissent grand, mais tu ne sais même pas comment j'ai 30 millions, tu ne sais pas comment j'ai 100 millions et tu veux que quelqu'un te mette à ta disposition 1 milliard. Ça ne va jamais passer. En tout cas, ici, ça ne va jamais passer. Aux États-Unis, tu vas avoir un pitch, les gars vont aller, tu vas pas parce qu'il y a beaucoup de business angels, ils ont beaucoup d'argent aussi à dépenser. Le système est différent, tu viens, tu expliques. On te fait sortir 1 million d'euros, 2 millions d'euros, mais le système est complètement différent ici. Maintenant, c'est vrai qu'on va dire que ça ne favorise pas en tant que tel l'éclosion de la jeunesse, mais bon, il y a beaucoup de jeunes aussi qui arrivent à se développer avec ce système. Moi, d'une manière générale, je regarde qu'est-ce qu'on peut bouger et qu'est-ce que je peux bouger. Donc, si aujourd'hui le système n'est pas fait pour, comment moi aussi je peux m'adapter pour pouvoir rentrer dans le système. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, OK, aujourd'hui, comment je fais? Est-ce que je peux commencer petit? Est-ce que je peux me développer? Je vois différentes personnes de divers horizons, dans différents secteurs d'activité qui commencent. Aujourd'hui, il y a Facebook, donc tu n'as pas forcément besoin d'avoir des murs en dur, donc de louer quelque chose en dur. Donc, tu peux déjà réduire tes coûts avec Facebook, avec Instagram. Et tu peux commencer à faire une activité, à commencer à vendre des produits, commencer à faire… Mais il y a différents types de sujets, il y a différents niveaux. Donc, je donne un autre exemple d'une personne que j'ai rencontrée, avec qui on aura un talk bientôt, mais qui a travaillé pendant des années, qui a utilisé tout son argent. Il a vendu son véhicule, il se promenait en Dakar et il a monté une unité industrielle. Ils ont commencé avec 3 employés, aujourd'hui ils sont 50 employés. C'est sûr que quand ils venaient voir la banque aujourd'hui, ils allaient dire nada, on ne veut pas. Mais aujourd'hui, je pense que toutes les banques courent après lui pour pouvoir apporter du financement parce qu'on sait qu'il est rentable, parce qu'il est bancable. Donc, pour ce système, ça sera hyper difficile. Je pense qu'il va avoir du temps. Ça évolue au fur et à mesure. On voit que les taux baissent au fur et à mesure. Je pense qu'il y a 10 ans, on avait des taux de 12 et de 15% environ. Aujourd'hui, on a des taux dans la banque qui sont autour de 8%, de 9%. Ça évolue. On a des mésofinances, on a des microfinances qui se développent. Ça évolue. Et donc, il faut pouvoir, sur la partie du système financier, ça va prendre du temps, mais ça évolue. Après, l'autre point où on peut se battre, parce que les politiques aussi peuvent aider, et nous aussi, en tant qu'étudiants, on peut aider, je pense que c'est sur la formation, et je veux revenir dessus, sur la formation, il y a quelqu'un qui en a parlé. On est dans un pays où on est dans un continent où il y a énormément de choses à faire, on importe tout. Donc, si on importe tout, c'est qu'il y a il y a un gap important
Et donc, il y a une niche, il y a une opportunité de dire, OK, dans tout ce qu'on importe, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Ou qu'est-ce que moi je peux développer ici? Ou voilà, qu'est-ce que je peux apporter ici, par exemple? Donc, si on importe des machines pour faire le décortiquage de riz, ou bien on importe des machines pour l'anarcade, aujourd'hui, j'ai dit, bon, OK, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que je suis capable de faire ici? Ça amène aussi une autre question qui est de savoir, est-ce qu'on forme nos ingénieurs à faire de la maintenance ou on les forme à faire de la production? Et là, c'est un autre sujet encore, parce que beaucoup d'ingénieurs qu'on a sont de gros techniciens supérieurs, parce que pas pour insulter les techniciens, mais vu qu'il y a plusieurs échelons. Et les techniciens travaillent beaucoup sur la maintenance, sur la machine. Les ingénieurs travaillent beaucoup dans la conception, dans la production. Mais les ingénieurs qui sont formés en tant qu'ingénieurs viennent travailler au même niveau que le technicien d'une manière avec un plus parce que peut-être ils sont ingénieurs. Donc, est-ce qu'ils ont la capacité de produire? Est-ce que dans nos écoles de formation professionnelle, il y en a très peu aujourd'hui? Est-ce qu'on a la capacité de produire les outils qu'on utilise dans le day-to-day, dans la maçonnerie, tout ce qu'on a l'habitude de faire? Est-ce qu'on a un moyen de pouvoir les automatiser d'un clic? Et pour moi, c'est là qu'il y a le développement, quoi. Et je pense que c'est Emmanuel qui a dit, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Afrique aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux apporter comme plus dans l'automatisation pour les femmes qu'on voit? Je ne sais pas, tous les petits métiers qu'on a l'habitude de voir, tous les métiers d'artisans, tous les métiers manuels, tous les métiers des femmes qu'on voit dans le marché, elles vont moudre le grain, tout ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous, on peut faire? Si on arrive à capter des parts de marché sur tout ce qui est importé, bon, en tant que jeune, je pense qu'on commence à gagner pas mal de choses, donc on commence à se faire beaucoup d'argent. Et c'est aussi sur ce point, sur ce côté qu'on attend les jeunes. Donc, la question, c'est est-ce que le système nous amène? Et même si nous, jeunes, on comprend que le système ne nous amène pas, qu'est-ce que nous, on peut faire aussi? Parce que, bon, si on veut juste attendre le système, bon, je ne suis pas sûr que les gens au-dessus feront tout pour qu'on aille dans ce sens, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour passer ce cap? Un dernier exemple, je pense qu'un bon stagiaire, c'est quelqu'un qui maîtrise PowerPoint, Excel, Word. Quand il maîtrise les trois, il peut travailler dans toute société. Bon, à part les docteurs, hein, ils ont besoin de sauver nos vies. Mais tout type de société, un bon stagiaire, il a besoin de faire Word, Excel et PowerPoint. Et savoir écrire un email. Et 90%, voire 95% des gars qui sortent de nos écoles ne maîtrisent ni Excel, ni Word, ni PowerPoint. Donc, tu les prends en entretien, c'est hyper difficile. Le CV, bon, aujourd'hui, il y a des gens qui aident pour les CV. Écrire un email, c'est compliqué. Faire un compte rendu, c'est compliqué. Excel, ils ne savent même pas comment on utilise Excel. Et pour moi, là, c'est la base. Et chaque école doit pouvoir former, c'est Emmanuel aussi qui l'a dit, un produit. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, quand je suis une école, quel est le produit que je fais sortir qui se démarque des autres? Et donc, si l'école n'arrive pas à former le produit, moi-même, l'étudiant, je dois me demander quel produit je veux être sur le marché. Donc, c'est un peu ma contribution sur ces différents points. Okay. Excellent point d'orge. Je veux que tu restes encore un peu. Ce que tu dis est assez intéressant et ça me permet en fait de faire le shift, en fait, de passer à la deuxième partie de notre discussion aujourd'hui. Et je pense que tu as déjà commencé à aborder certains points en fait, de solution. Et dans ce que tu dis, je pense qu'on peut retenir globalement de tout ce que les gens, de tout ce que les autres disent, que ce soit Jean-Marc, Kylian, Emmanuel et Chabot, on peut retenir que le système peut sembler défavorable. Mais il y a des choses qu'on peut faire en fait nous-mêmes aussi pour continuer d'avancer. Et c'est vraiment sur ces points-là que je veux qu'on puisse s'arrêter un peu. Tu as donné des exemples assez intéressants sur la capacité à produire localement, la capacité à capter des parts de marché sur tout ce qui est importé, la capacité à être bien formé en tant que stagiaire et tout. Est-ce que tu aurais d'autres idées comme ça à nous partager, quoi, peut-être une ou deux encore, qui tu penses en fait sont vraiment importantes aujourd'hui pour tirer un maximum d'atouts en fait du système qui est en place? On ne peut pas forcément changer le système, mais on peut tirer profit du système. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait qu'on peut avoir? Je sais pas. Je veux vraiment avoir ton avis sur la question. Juste pour apporter, comme tu poses la question, je pense que quand tu es dans un système où tout semble pourri, le jour où tu apportes quelque chose de beau, tout le monde se rue dessus. Donc, j'ai l'habitude de dire, je connaissais quelqu'un qui était vitrier, qui faisait très bien son travail.
Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers les métiers je dis quoi, de gestion, quoi. Bon, j'ai rien contre les gestionnaires de banque et tout. Faut pas que les gens m'allument. Mais un bon vitrier gagne mieux sa vie qu'un gestionnaire de banque aujourd'hui. Mais clairement, bon, peut-être quelqu'un qui est sur du corporate ou bien quoi, mais demandez à vos amis qui sont je sais pas, peut-être dans le retail ou quoi, à peu près combien ils gagnent, et regardez peut-être un bon menuisier, un bon mécanicien ou un bon vitrier. C'est ce que je veux dire, il y a des opportunités sur un certain... Tout le monde se rue sur certains sujets parce que bon, c'est bling-bling, et on se dit que c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a beaucoup d'opportunités sur tout ce qu'on va appeler comme, je dis, petits métiers, métiers d'artisan, sur, je sais pas, toutes ces petites choses, souvent, on n'a pas envie, même si tu n'es pas maçon ou tu n'es pas plombier et que tu arrives à créer une structure qui travaille dans ces métiers de plomberie et que tu embauches. J'ai rencontré quelqu'un qui a un atelier de mécanique, qui n'est pas mécanicien. Il a embauché des mécaniciens. Lui, il s'occupe de la relation client, les mécaniciens travaillent. Et lui, il a embauché ce mécanicien. Mais il fait un chiffre énorme. Il y a tellement de voitures, mais il n'est pas mécanicien. Il se forme un peu. Aujourd'hui, on a Internet. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui nous intéresse un peu, on veut travailler dans la production de riz, par exemple, on peut se lever, chercher des coopératives ou chercher des villageois et puis fédérer un certain nombre de villageois. Nous, on va chercher comment on va faire l'empaquetage de riz et puis on aura du riz local. On va pouvoir proposer du riz, c'est intéressant. Bon, si c'est bon goût, on va aider avec toutes nos recherches qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a Google qui va nous aider, Dieu merci, à passer un cap ou à chercher sur tout ce qu'on ne va pas forcément nous donner dans des écoles, tout ce qu'on ne va pas nous donner entre les murs, mais on peut déjà aller chercher et voir quelles solutions on peut apporter. Je pense que chacun a un peu sa créativité, chacun sait un peu où il voit le manque. J'ai l'habitude de dire, il y a un réseau là qui s'appelle un consommateur averti, en vaut deux. Et pour moi, c'est un bon réseau pour créer son entreprise parce que quand tu regardes partout, les gens se plaignent. Il n'y a pas ça, il y a ci, il n'y a pas ça. Donc, tu vois toutes les opportunités qui existent dans le pays parce que les gens se plaignent sur tout là-bas. Et donc, tu as la possibilité de voir, OK, si on se plaint là, il y a une opportunité. On se plaint là, il y a une opportunité. Moi, c'est un peu ce côté-là que je veux qu'on regarde et pour pouvoir se creuser des brèches et pouvoir voilà, donner des solutions. Je n'ai pas tout en tête, mais moi, je pense beaucoup à l'artisanat et je pense beaucoup à l'ingénierie, mais il y a beaucoup d'autres secteurs. Et partout où on se plaint, où on pense que c'est mauvais, nous, on peut apporter quelque chose. C'est un peu comme ça que je vois. En tout cas, excellent, merci beaucoup, Dorvelin. Et je trouve tes points assez intéressants. Et je pense qu'on va aborder en fait dans ce sens-là pour cette deuxième partie. Il nous reste encore 20 minutes et on pourra encore donner des pensées, des solutions, des pistes de solutions qu'on peut exploiter. Je pense que certains d'entre vous ont commencé à donner des pistes, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire aujourd'hui? C'est vrai, hein, moi je pense qu'il y a deux grandes attitudes dans la vie. Il y a ceux qui se plaignent et puis il y a ceux qui agissent. Il y a ceux qui disent, oh, le système est pourri, tout ne va pas bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à se plaindre, et devenir même des professionnels dans la plainte, en fait, des vrais plaignards, en fait. Et il y a ceux qui se disent, ouais, mais avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je veux qu'on soit plutôt dans cette seconde mentalité, dans cette seconde façon de voir les choses. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et avant d'aborder ce point, je vais lire le commentaire de Marie-Laure parce qu'elle nous dit qu'elle est au bureau, donc elle ne peut pas intervenir. Donc elle a mis dans le chat qu'elle voulait dire que le système éducatif doit être redynamisé, amélioré pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de mieux se connaître dès le plus bas âge, mieux identifier leurs talents, les passions afin de mieux s'orienter. Et en fait, les jeunes aussi doivent penser à ouvrir des fonds d'investissement, des fonds de soutien aux jeunes pour leurs projets. Et on doit encourager chacun à embrasser une voie qui va ouvrir la porte à beaucoup d'autres et à travailler sur le système de pensée. Donc, je veux avoir aussi d'autres interventions. Anne-Cécile, Élise, Amina, même ceux qui ont déjà intervenu, si vous voulez apporter en fait, des pistes de réflexion, parce qu'on est vraiment là pour s'enrichir. Moi, je suis en train de noter, franchement, vous n'avez pas idée, mais voilà, mon cahier est plein de notes, je passe mon temps à prendre des notes de tout ce que vous dites, c'est assez enrichissant et au sortir d'ici, ça va donner des pistes en fait, d'action. Donc, celui qui va intervenir, vous pouvez juste ouvrir le micro et puis y aller.
Allez, ne soyez pas timide. Elise, Amina, Chabot, Emmanuel, Jean-Marc, qui se lance? Alors, Ouais. vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, moi, c'est concernant le premier volet, qu'est-ce qu'on peut faire généralement pour pouvoir améliorer tout ça? Parce que j'avais évoqué la formation, en tout cas selon mes préconisations, selon les écrits que nous produisons, selon aussi les colloques que nous faisons des propositions. C'est vrai qu'on n'a pas la force de décision à l'instant à notre niveau, mais on ne peut que écrire et puis voilà, soumettre à la diffusion au public. Donc, au niveau de la formation des jeunes, il y a il y a Dogeles qui a parlé comment dirais-je, de l'ingénierie. Et là aussi, je le rejoins parfaitement parce que, comme on voit, ça équivaut à un bac plus 5, en fait, c'est un master 2. Et donc, les étudiants, normalement ingénieurs, qui doivent apporter des solutions à nos problèmes, généralement, ils ne sont pas outillés. Et donc, ce que nous formulons comme proposition, généralement au pouvoir public, c'est de pouvoir déjà sélectionner les domaines de priorité et de former véritablement ces jeunes afin que ces jeunes puissent avoir des outils pour pouvoir se former. Non seulement on peut organiser un concours peut-être national assez sélectif, où on peut prendre environ 500 ou bien, je ne sais pas, 300 ingénieurs bien formés à partir du Master 2 et on leur accorde des bourses intégrales. Aller peut-être aux États-Unis, en Chine ou encore en Inde, parce que dans ces pays, la science due est beaucoup plus assez intéressante dans ces pays. Et on leur donne cette opportunité d'aller se faire former dans ces pays et en retour, ils reviennent pour véritablement mettre leurs compétences au niveau de l'État. Maintenant, au niveau de la formation proprement dite, nous, en tant que, comment dire, quand je parle en tant que, parce que je connais un peu le système doctorant en Côte d'Ivoire, il faut déjà professionnaliser les doctorants parce qu'on est tout le temps dans les constructions assez, je dirais, déconnectées de la réalité, comment dire, des problèmes spécifiques à l'Afrique et notamment à la Côte d'Ivoire. Et donc, il faudrait introduire des formations assez professionnalisantes, c'est-à-dire comment gérer une entreprise, comment formuler, comment monter un projet. Et à la fin du doctorat, l'étudiant doit être capable de juguler, de conjuguer toutes ses compétences à la fois théoriques et aussi pratiques. Parce que quand je vois, en Côte d'Ivoire, on a constaté que les étudiants, lorsqu'ils quittent de la première année jusqu'au doctorat, ils ne font pas peut-être un jour, 2 jours dans un cabinet, dans une entreprise quelconque pour aller voir les réalités qui s'y passent, tout et tout. Et donc, ça, c'est être déconnecté de la réalité du marché. Donc, introduire des formations assez professionnalisantes pour cette catégorie de personnes. J'insiste beaucoup sur le doctorat parce que, bon, c'est à ce niveau que je maîtrise. Et puis aussi, les étudiants, ils sont à la porte de sortie, ils vont donner aussi la connaissance à leurs petits frères. Donc, il faudrait effectivement les outiller en termes de formation, introduire des formations professionnalisantes, leur accorder des bourses pour aller se faire former ailleurs, peut-être 2 ou 3 mois, une semaine. Ouais, ça dépend. Et voilà, je pense que c'est avec ça qu'on pourra véritablement être compétitif. Et aussi, il faut l'évaluation. Il faudrait l'évaluation, c'est-à-dire un suivi. Il ne suffit pas de prendre des normes, mais il faudrait un suivi. Et c'est ce qui aussi manque, parce que les initiatives ne manquent pas de la part des États, mais c'est le suivi et l'évaluation qui souvent fait défaut. Et donc, il faut un suivi avec un comité indépendant très expert dans ce domaine. Voilà. C'est assez théorique parce que voilà, c'est ma formation théorique. Ok. Merci beaucoup, Emmanuel. Et j'aime bien ton point. Et ça me rappelle en fait une expérience que j'ai vécue. En fait, j'étais à un colloque une fois et je pense que c'était. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, Élisée? Oui, Ouais, bonjour. vas-y. Bonjour à tous. Salut. Je ne sais pas si c'est la première section, mais moi, c'est ma première fois de participer. Okay. Je vous suis un peu plus de peut-être 20 minutes.
Bon, merci beaucoup pour l'initiative. Peut-être que tu ne vois pas encore le visage, mais bon, je suis dans un endroit un peu bizarre, donc je ne peux pas mettre la vidéo. Pas de souci. Voilà. On a fait le bas d'ensemble. Mais ce que moi, je voulais dire, j'abonde un peu dans le même sens que Emmanuel et puis Dorgelès, mais sauf que je ne suis pas trop pour l'éducation extérieure. Voilà, je ne suis pas trop pour l'éducation extérieure. J'ai cru entendre la dernière conversation d'Emmanuel disant qu'il va falloir former, il va falloir créer des concours. Ces concours se font. Il faut essayer de repartir un peu en arrière pour voir un peu que vraiment, il y a eu des efforts. Mais ils ne sont pas allés au bout, au fait. Il n'y a pas eu de PDA qui ont été bien suivis, au fait. Parce que moi, je dis quoi? Partir toujours à l'extérieur, aller là-bas, aller toujours bosser. Mais le gars, il va là-bas, il finit de bosser. Arrivé là-bas, il commence avec un salaire de 3 000 €. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas lui donner ça. Tu vois? Donc, c'est quoi? Moi, ma solution, c'est quoi? C'est que nos économistes voient un peu plus loin. Ils voient un peu plus loin parce que toutes les entreprises, je prends par exemple le cas de Orange, MTN, de grosses entreprises qui viennent s'installer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces entreprises-là, leurs fonds sont rapatriés en Europe. Tous leurs fonds, près de 70%, 80% sont rapatriés en Europe. Les entreprises d'opérateurs télécoms qui sont en Chine, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cœur, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas rapatrier tous les fonds au pays. Ça reste en Chine. Et si ça reste en Chine, qui bénéficie? C'est la Chine qui bénéficie. Si ça reste en Côte d'Ivoire, ça reste en Afrique, c'est l'Afrique qui bénéficie. Bien vrai que tu viens investir, mais il va falloir, moi je ne suis pas économiste, mais il va falloir trouver un moyen pour ne pas qu'on rapatrie plus de 70% de ces fonds-là au pays. Il faut que ça reste pour que le pays en question puisse bénéficier. Et si ce pays bénéficie, les entrepreneurs juniors, ils vont avoir des fonds. Et l'éducation va prendre aille. L'éducation va monter. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, quand tu rentres à l'école d'ingénierie, quand tu fais 18 mois, tu fais tes 3 ans, quand tu sors, l'éducation qu'on t'a donnée à l'école, c'est déjà obsolète. C'est clair. Donc, je laisse le disait, il a parfaitement raison. L'ingénieur, il se comporte comme un technicien, sauf qu'il est un type d'ingénieur. Tu vois? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau local, il faut qu'on change l'éducation. L'autre l'a mis en chat. J'ai vu quelqu'un qui a mis ça en chat pour dire qu'au niveau de l'éducation, tous on est unanime pour dire que l'éducation, ce n'est pas ça. Il faut qu'on essaie de regarder un peu pour voir ce qu'on peut apporter à l'éducation. Parce qu'il y a des nouvelles donnes. Voilà. Donc, mon deuxième point, c'est au niveau des métiers. Comme Dorgelès l'avait dit, il y a des métiers d'avenir aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur l'ancien système. Tu vas à l'école, il faut avoir des bonnes notes, tu vas travailler 45 ans, tu vas prendre un prêt immobilier, c'est fini. Mais tout ça, c'est fini, ça. Il y a des nouveaux métiers d'avenir qui sont là. Mais il faut que, je ne dirais pas le nom que je n'aime pas trop dire tout le temps, l'État, c'est nous. Il faut qu'on essaie de trouver les moyens. Et il y a des jeunes entrepreneurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire que je suis un peu, en tout cas, qui s'intéressent beaucoup au métier du digital. Parce que c'est l'avenir qui est là. Mais les jeunes, tellement on est beaucoup dans l'ancien système. Près de la majorité des personnes sont dans l'ancien système. On dit, va à l'école, il faut avoir des bonnes notes, on va te mettre dans une entreprise, tu vas prendre un prêt immobilier de 20 ans, tu vas avoir ta maison à telle année, tu vas prendre ta retraite. Donc, il faut qu'on change cette mentalité-là. Il faut qu'on change. Aujourd'hui, les métiers du web peuvent subvenir aux besoins de quelqu'un. Et à partir du moment, moi je dis toujours, je tape toujours sur l'économie. Si tu es autonome quelque part, je pense que les idées que tu mets en place, tu vas suivre ça jusqu'au bout. Tu vois? Donc, il y a plusieurs métiers, mais on ne s'intéresse pas et on n'essaie pas de vulgariser, on ne fait pas sortir ça beaucoup. Donc, la jeunesse doit prendre ça en compte. Cette nouvelle ère qui arrive là, la transformation digitale là, l'Afrique peut s'en sortir. La transformation digitale, on peut s'en sortir avec ça. Il y a des métiers, je prends par exemple le trading. Le trading, c'est quelque chose qui te rend autonome. Qui te rend autonome. Il y a des jeunes qui ont commencé à faire des formations avec des jeunes personnes, avec des jeunes gens, ils font des formations, rien. Leur contribution, c'est simplement pour que tu sois autonome. Avec ça, tu peux avoir peut-être un fonds pour pouvoir commencer quelque chose. Voilà. Parce que quant au système bancaire, on le connaît, hein?
le système bancaire en Afrique, c'est vraiment difficile. Et si toutes ces grosses têtes, ces Bolloré, Orange, je ne dis pas que je les attaque, hein, mais je sais que c'est eux qui sont beaucoup en Afrique. Orange, MTN Afrique du Sud, bon, eux, on est tous ensemble, mais ils se disent qu'ils sont blancs. Voilà. Donc, Orange et les Arabes de Move, et toutes ces sociétés-là, moi, je dis que ces grosses sociétés-là, Movies, tout ça, c'est Bolloré, s'ils rapatrient, je dis bien s'ils rapatrient près de 70% de leurs fonds en Europe, nous, on va toujours être dans les problèmes parce que c'est nous qui leur donnons à manger. Il faut qu'on voie comment est-ce que ça peut rester un peu ici. Comme ça, le système bancaire est solide. Si tu viens avec un petit projet, parce qu'il ne faut pas venir aussi, Dorgelès l'a dit, il ne faut pas venir avec un projet de 500 millions pendant que tu n'as pas encore touché 100 millions. Bon, là aussi c'est un problème. Donc, il va falloir voir un peu l'ingénierie côté entrepreneuriat, comment est-ce qu'on peut créer des levels pour que nos jeunes entrepreneurs puissent s'adapter en fonction de la réalité. Parce que tu ne peux pas venir, même si ton projet il est exceptionnel, frère, tu ne peux pas venir nous présenter un projet de 1 milliard pendant que tu n'as même pas encore géré un petit projet de 100 millions. Voilà, c'est biblique. Donc, ce n'est pas moi qui vais le dire. Tu ne peux pas gérer les petites choses, ce n'est pas les grandes choses que tu vas gérer. Voilà. Donc, je vais dire que moi, aujourd'hui, je suis plus focalisé sur le métier du digital parce que moi, je suis un ingénieur télécom. Je vois un peu l'avenir. Je vois un peu comment est-ce que la transformation digitale est en train de changer les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, même le Covid même qui est là aujourd'hui, vous allez entendre parler peut-être dans 6 mois qu'il y a beaucoup de boulots qui vont disparaître. Ça avait commencé depuis l'année passée avec CIE et autres, mais ça va plus s'accentuer. Le Covid est venu donner un planning de 2 ans. Tu vois, peut-être le truc allait se passer peut-être dans 2 ans, 3 ans, mais le Covid a fait ressortir ça rapidement. Vous allez voir dans les mois à venir, ils vont te dire simplement qu'il y a 10 personnes qui ont perdu leur boulot ici parce que c'est plus nécessaire. Les gars, ils ont vu que restant à la maison avec le Zoom même que tu utilises, Daniel, le Zoom, on a travaillé avec le Zoom. On a travaillé parfaitement avec le Zoom. Donc, c'est le moment de dire, moi j'ai toujours une phrase, si le papa n'arrive pas à donner quelque chose à son fils, comment il va savoir que son fils est bon? C'est ce qui s'est passé pour Dangote. Si le président de la République en son temps n'avait pas permis à Dangote et les autres de pouvoir aider le Nigeria, Dangote n'allait pas être là. Il le dit toujours, il dit merci papa. C'est local. Ça a été fait. Donc nous en Afrique, on peut le faire. Moi quand je vois tout ça, ça me fait mal. Mais comme je dis, je n'aime pas me plaindre, il faut toujours trouver des solutions. À partir du moment où ça vient, l'Internet est venu pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Donc, on peut faire des cours à distance, on peut faire des cours avec Internet. La jeunesse ne doit pas laisser tomber. Tout ce qui vient, c'est à la portée de tous. Donc, moi, j'axe beaucoup sur la transformation digitale. Avec ça, on peut, les métiers du web, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine peut s'en sortir. Mais il faut qu'on révise un peu le système éducatif et le système économique. Excellent point. En tout cas, vraiment merci. Très belle information et je pense que ton point s'appuie en fait sur. Donc, je viens également de soutenir ce point dans le chat. Local Content, il donne l'exemple du Ghana et de Dubaï. C'est d'obliger, par exemple, des entreprises étrangères à avoir des actionnaires locaux. Donc, comme ça, on est sûr aussi que le capital est géré et que les fonds sont gérés d'une certaine façon. Je sais qu'il y a Jean-Marc qui voulait intervenir. Allô, vous m'entendez? Oui. Ouais, j'aimerais revenir sur le point de la question, qu'est-ce que nos jeunes pourront faire? Et j'aimerais rebondir un peu sur le point de Dorgelès qui a dit quelque chose de pertinent. C'est qu'il faut changer au fait le système de pensée. Et en fonction du système, savoir se positionner. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, comme le dit, on essaye d'aller vers, on peut dire là où il y a, on peut dire c'est le fun, peut-être les services bancaires, travailler dans une administration, porter toujours la veste, pour aller au travail. Donc, c'est un peu ça, cette mentalité de la jeunesse. Je pense qu'avec comme ce que le frère vient de dire, le Covid, tout ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses et ça va transformer beaucoup. La dernière fois, je causais avec un ami qui m'expliquait un truc, c'est que en comptabilité, et ce que lui fait, c'est que c'est quoi? Il dit qu'il a essayé de chercher un stage, mais il n'a pas pu. Donc, il a essayé d'observer et il a vu qu'il y a beaucoup de petits métiers. Il y a beaucoup de petites boutiques en ligne, en Côte d'Ivoire, beaucoup de petits métiers, des entrepreneurs, tout. Et qu'est-ce que lui fait? Il s'est donné comme target
de toucher cette niche-là et de proposer des services un peu plus bas. S'il a pu avoir au moins 10 ou 15 entreprises qui payent lui ses services de comptabilité à 50 000, lui, ça, en ce moment, c'est de ça, lui, vit, c'est un peu sa stratégie. Donc, c'est un peu essayer d'analyser le système avec là où on se trouve, nos capacités, nos habitudes, à pouvoir rentrer dans le système en fonction de notre positionnement et pouvoir bénéficier. Sinon, c'est vraiment quelque chose de très important en tant que jeune, c'est de réellement changer le système de pensée et voir comment on essaie de se positionner dans le système. Comme j'ai eu à dire dans l'entretien du samedi passé, le système est déjà là au fait, le système est déjà là, le système est déjà établi. Et nous, en tant qu'hommes, nous avons un pouvoir, c'est la capacité de pouvoir se réinventer. C'est ce qui fait la différence entre nous et la graine. C'est-à-dire, quel que soit dans l'environnement où on se trouve, si l'environnement n'est pas favorable, l'homme a la capacité de sortir de l'environnement et de pouvoir rentrer dans un autre environnement. Donc, c'est essayer de voir en tant que jeune, observer et voir si le produit qu'on a en ce moment n'est pas accessible, on peut dire n'est pas demandé dans le système, c'est de voir comment on essaie de se créer un autre produit en tant qu'homme et puis pouvoir rentrer dans le système. C'est un peu ce point que je voulais apporter. Okay. Excellent point, Jean-Marc. Et ça nous permet, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore contribuer? On pourra prendre encore une personne. Parce que là, il nous reste 2 minutes. Oui, Daniel. Vas-y. Oui, voilà. Moi, je vais quand même intervenir sur un aspect, c'est l'amour de la patrie, en fait. Parce que j'ai entendu dans une intervention dire il y a des gens qui vont à l'extérieur, ils vont se faire former, mais ils ne reviennent plus. C'est parce qu'on ne développe pas assez l'amour de la patrie. Je vais prendre un exemple. Toi, Daniel, tu es parti prendre une formation ailleurs, tu es parti de développer ailleurs, mais tu es revenu pour mettre cela au service donc des jeunes. Donc j'aimerais quand même insister beaucoup sur ça, l'amour de la patrie. Qu'on reste au pays, en Afrique, ou qu'on aille à l'extérieur se faire former, si on n'a pas l'amour de la patrie, on ne pourra pas se donner à fond pour développer sa nation. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est pertinent en fait, ce que tu voulais de dire. Et je vais terminer avec ce point qui est... je vais lire quelques commentaires. Bonjour. Oui, Amina? Si je peux parler juste quelques minutes. On fait une voix féminine. Donc, en fait, c'était pour rebondir un peu sur ce que disait Élisée sur la question de les jeunes sont, comment dirais-je, restent bloqués dans l'ancien modèle, comme il l'a appelé. Je pense que l'une des choses qui explique ça aussi, c'est qu'on n'a pas forcément d'initiative ou bien les jeunes dès le secondaire n'ont pas de modèle sur lesquels qu'ils peuvent suivre. Par exemple, si tu as un bac littéraire, tu continues en droit, tu as un bac scientifique, tu continues en médecine, en architecture. Donc, en fait, ils n'ont que ces exemples-là de là où nos parents ont réussi et ils n'ont pas forcément la vision des nouveaux domaines qui se créent, les nouvelles perspectives qui s'offrent à eux. Donc, forcément, ils restent cloisonnés et bloqués dans cette logique-là. Et je pense que l'un des apports qu'on peut apporter aussi en tant que jeunes qui ont peut-être voyagé, qui ont commencé à travailler dans divers domaines, c'est pourquoi pas créer des initiatives où ça serait de partir à la rencontre de ces jeunes lycéens, ces jeunes collégiens pour justement servir à peu près d'exemples auxquels ils peuvent aspirer et se dire qu'en fait, il y a beaucoup de domaines où on peut réussir en dehors de ceux qu'on connaît de base, quoi. Donc, c'était juste ce que je voulais dire, en fait, en quelques secondes. Merci. Merci beaucoup, Amina. Ton point, il est bien. Prochainement, on veut que tu interviennes un peu plus tôt, comme ça on pourra te poser plus de questions. J'essaierai de le faire. Merci en tout cas d'être venu. Et donc, je partage quelques chats et ça va être la fin. Arrêtez-moi si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Et donc, il y a Marie-Laure qui dit qu'elle pense qu'on doit avant tout s'engager dans des organisations comme l'IFI Leadership Academy, merci. Wendy Cupertino, que Dorgeles avait présenté la dernière fois,
au cours de son intervention, et merci également. Et donc, partager les activités pour qu'un plus grand nombre les connaissent, et puis inciter à consommer local. Et D'Angeles a aussi mentionné que nous devons faire attention au programme des personnes que nous votons et nous demander si ça change le système en faveur des jeunes. Et voilà, sur ce point, je fais juste un petit commentaire. Nos pays vont rentrer dans une phase électorale et on voit que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à la vie politique. Et oui, vous pouvez ne pas faire de politique, il n'y a pas de souci, mais la politique finira par vous faire. Donc, en fait, aller voter, c'est un acte citoyen. C'est une façon de contribuer à donner sa voix. Je ne dis pas de descendre dans les rues, je dis allez voter, choisissez au moins. C'est déjà quelque chose de pas mal. Donc, on doit faire attention aussi en fait, sur ce point. Et donc, ça me permet en fait de clôturer en fait, cette session. Je veux vraiment dire merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Le thème, c'était le système mis en place en Afrique est-il un atout, plutôt un frein au déploiement du potentiel de la jeunesse. Et nous avons eu la possibilité en fait d'entendre plusieurs personnes qui ont donné leur point de vue. Le système en lui-même est le système. Il peut être favorable dans certains cas, il peut être défavorable dans certains cas. Mais c'est à nous en fait de nous prendre en main et plusieurs idées ont été partagées. Personnellement, je veux le résumer ici en 5 points. En 5 points. Le premier point ici, ça va être travailler sur le système de pensée. Travailler sur le système de pensée parce que tout commence là, en fait. Et en fait, il faut se dire déjà que c'est possible. Ça, c'est un. Il faut se dire, D'Angeles l'a dit, je trouve ça assez intéressant, regarder à la rentabilité, à la productivité plutôt qu'à la visibilité. J'explique un peu ce qu'il a dit. Ce n'est pas juste de dire, je fais ce boulot parce que c'est bien, c'est bling-bling, ça me permet en fait d'être visible. Non, mais c'est de voir, est-ce que ce boulot que je fais est rentable? Est-ce que le boulot que je fais en fait me permet en fait d'être productif? Et le dernier point en fait pour le système de pensée, c'est Chabot qui l'a dit, c'est l'amour de l'Afrique. Si nous n'aimons pas en fait le continent, si nous n'aimons pas le pays, nous n'aimons pas nos différents pays, c'est sûr, on ne fera rien en fait de spécial pour nos nations. On fera toujours des choses pour notre intérêt propre, mais jamais dans l'intérêt en fait de l'Afrique ou de nos nations. La deuxième chose, c'est de créer soi-même. C'est le deuxième point après le système de pensée. Créer soi-même, et en fait, D'Angeles a parlé d'ingénierie, et Emmanuel a parlé aussi de formation adaptée en fait. Donc, c'est de regarder en fait les besoins et puis d'adapter. Et je vous partage une petite expérience. J'ai participé à un séminaire où on avait invité quelqu'un de Singapour, une des responsables de l'éducation, et elle avait dit quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il faisait des études peut-être 5 ou 10 ans à l'avance pour voir en fait les nouveaux besoins qui allaient se présenter en fait dans le pays et en fait dans les pays comme le Japon et tous les pays d'à côté en fait. Et ils adaptaient leur programme universitaire. Donc si vous avez fait votre formation en informatique à Singapour il y a 10 ans et que vous partez là-bas aujourd'hui pour faire une formation en informatique, tout ce que vous allez trouver en fait n'aura rien à voir avec ce que vous avez fait il y a 10 ans. Donc c'est vraiment une adéquation entre ce qui est attendu et ce dont on a besoin en fait sur le marché. Et ça me permet en fait de dire, quand je dis créer soi-même, le système peut ne pas le faire pour nous tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on attend que le système le fasse pour nous, soit on le fait nous-mêmes. Donc aujourd'hui, quels sont les cours, quelles sont les leçons, quels sont les domaines de formation dans lesquels vous pouvez vous lancer? Et j'aime bien Jean-Marc. Pour ceux qui n'ont pas suivi son interview la semaine dernière, vous pouvez en parler, regarder sur la chaîne de Youth Leadership Academy. Jean-Marc est étudiant en Master 2 d'économie, mais il allait développer des compétences en fait dans tout ce qui est média aujourd'hui. Donc, il fait aujourd'hui tout ce qui est infographie, il fait tout ce qui est vidéo, et il fait tout ce qui touche en fait aux campagnes de communication. Et ça n'a rien à voir avec sa formation de base. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé l'environnement, il a vu les besoins du moment, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a adapté sa formation aux besoins en fait de son marché. Donc, nous également, on peut prendre la décision de se former en fait pour mieux se vendre en fait sur le marché et ne pas attendre forcément que le système le mette en place. Si le système le met en place, c'est tant mieux, on va dire félicitations, c'est bien, parce qu'une plus grande partie de la population pourra bénéficier de ça. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que nous-mêmes nous soyons conscients de cela et que nous fassions ce travail à notre niveau. Et créer soi-même, c'est commencer à partir de rien, D'Angeles l'a dit. Le gars a dû vendre sa voiture, il a dû faire les choses par lui-même, commencer avant en fait d'avoir du soutien. Donc aujourd'hui, sortons des grands rêves, des choses très de l'esprit et tout. Et commençons de façon pratique. Élisée en a parlé. Faisons avec ce qu'on a aujourd'hui et laissons les choses en fait, nous pousser vers la richesse, vers l'épanouissement, vers l'explosion en fait, de notre potentiel.
Et la troisième chose que je veux dire, c'est de répondre à des besoins. Il faudrait que ce qu'on fait aujourd'hui puisse répondre à de véritables besoins. Et personnellement, c'est un point qui est très important. Vous savez, vous pouvez rester des théoriciens ou vous pouvez décider d'avoir de l'impact en fait, dans votre société. Si vous restez des théoriciens, vous allez faire des choses qui, si vous ne faites pas attention, peuvent rester très difficiles à saisir. Mais en pratique, qu'est-ce que cela donne? Regardez, quels sont les vrais besoins de la société aujourd'hui pour lesquels vous pensez avoir une réponse. Et Étienne l'a dit la dernière fois, je pense qu'il travaille aussi avec Chabot. Quand il y a eu la crise de la Covid, ils ont regardé qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter. Et ils ont dû mettre des semaines pour mettre au point en fait, une formule de gel hydroalcoolique. Et ils ont eu une production locale. Et c'est cette production locale qui les a permis en fait, de se relancer. Et donc, il faut regarder et répondre à de vrais besoins avec les compétences qu'on a. Vous savez peut-être faire un peu de menuiserie, un peu de maçonnerie. Vous savez peut-être faire, vous avez peut-être l'œil pour tout ce qui est graphique et tout. Utilisez les dons, les talents que vous avez pour créer des choses et répondre à de vrais besoins. La quatrième chose que je veux partager, qui a été dite, c'est exploiter la vague de la transformation digitale. Le monde aujourd'hui est devenu un monde plat, en fait. Aujourd'hui, vous pouvez être ici, vous pouvez être en Europe, vous pouvez avoir accès aux mêmes informations. Aujourd'hui, vous êtes là, il y a des personnes qui nous suivent de la France, du Bénin, du Burkina et de plusieurs autres pays. Mais nous sommes là ensemble en train de travailler, en train de réfléchir pour développer en fait des nouvelles idées et de nous pousser en fait à l'action. Et c'est ça. Et Elisa en a parlé, il a parlé de trading, il y a beaucoup d'autres métiers en fait dans le digital. Exploitons la vague digitale, ne soyons pas en retard. On a été en retard en fait dans la civilisation une première fois, ne le laissons pas cette fois-ci. Ne devenons pas des analphabètes en fait de la nouvelle saison, de la nouvelle, du nouveau monde dans lequel nous vivons. Et le dernier point en fait, le point qui a été partagé par Nina que je trouvais assez intéressant, c'est d'avoir des modèles. C'est d'avoir des modèles, donc avoir des personnes qu'on suit, des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous motivent. Et moi, je vais le retourner dans l'autre sens, c'est il faut qu'on devienne des modèles. Il faut que nous aussi, nos vies puissent commencer à inspirer d'autres personnes. Il ne faudrait pas qu'on se cache dans notre coin et qu'on se dise, ouais, bon, j'essaie d'avancer moi seul et tout. Non. Si on arrive à devenir des modèles, à devenir une source d'inspiration pour les personnes qui nous suivent, on donne la chance à ces personnes-là de pouvoir se développer. Donc, voici rapidement quelques points que je voulais partager avec vous, que vous avez vous-même sortis. Le plus difficile commence maintenant. Il ne faut pas garder en fait tout ça pour vous. Il faudrait, que cela vous pousse à passer à l'action, parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de résultat. Donc, il faudrait qu'avant de se retrouver la semaine prochaine, on puisse avoir des plans d'action clairs, précis aussi. Et la deuxième chose, il faudrait qu'on puisse inviter d'autres personnes à ce genre de discussion. La jeunesse aujourd'hui aime tout ce qui est ludique, tout ce qui est buzz, aime tout ce qui est amusement. Écoutez, on n'a pas besoin d'être 1000 pour apporter le changement. Aujourd'hui, nous sommes 11 en fait dans cette session. Regardez, si la prochaine fois on peut être 20, si la prochaine fois on peut être 30, si la prochaine fois on peut être 40, sachez que le développement commence toujours par un petit noyau. Et je veux vous dire félicitations à vous qui avez compris cela. Parce que vous êtes en train de rentrer dans l'histoire. Parce que cette vague de transformation-là ne va pas s'arrêter. En tout cas, au sein de Youth Leadership Academy, on a décidé de travailler, de payer le prix qu'il faut pour pouvoir continuer d'avancer, de nous développer et de faire tout ce qu'on a fait. Donc, je veux vraiment vous dire un grand merci pour avoir donné de votre temps. La semaine prochaine, ça va être encore une nouvelle activité. Et le thème qu'on va aborder la semaine prochaine, ça va être COVID-19, opportunités ou menaces pour l'éclosion du potentiel de la jeunesse africaine. COVID-19, opportunités ou menaces pour l'éclosion du potentiel de la jeunesse africaine. On aura 2 panélistes qui vont venir, qui vont échanger, à qui on pourra poser des questions. Si vous êtes intéressé en fait de faire partie des intervenants de ces panélistes qui vont aborder cette question, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous mettre l'adresse en fait ici. Donc c'est ila.afrique@gmail.com. Donc vous m'écrivez à cette adresse pour dire ah Daniel, franchement je veux contribuer, je veux être parmi les personnes qui vont intervenir sur les différentes thématiques pour les semaines, pour les mois qui arrivent. Et c'est avec beaucoup de plaisir en fait que on va planifier, on va travailler à ces sessions. Donc merci beaucoup et je vous lâche pour le week-end. Allez répondre la bonne nouvelle, allez inspirer les gens autour de vous, allez motiver les gens autour de vous et devenons ensemble le fer de transformation, le fer de changement en fait pour cette nouvelle jeunesse africaine. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Au revoir à tout le monde.